voir, t'étais pas trop zoomé dans le dernier épisode? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Noël de Longshot. Comme c'est la saison de la joie, de la bonne humeur et des cadeaux, je vous offre aujourd'hui quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Un bon film. Début janvier 99, le lycée de Richmond, une ville très mal découpée sur les bords de la baie de San Francisco, fait les gros titres de la presse californienne. En cause, son équipe de basket, les Richmond Oilers, s'est vue privée de compétition et même d'entraînement par son propre coach. Mécontent des résultats académiques de certains de ses joueurs, Ken Carter les a littéralement renvoyés à leurs études. Ce lockout ne durera pas plus de 2 semaines, le temps pour les lycéens de rattraper leur retard en classe, mais ce fut assez pour capter une grosse attention médiatique, puisque les Oilers étaient jusque-là invaincus après 13 matchs. Bon, ça a aidé aussi que la NBA avait en même temps son propre lockout et qu'il fallait bien parler de quelque chose. Les journaux s'étonnent donc de cette décision et les chaînes de télé s'arrachent Ken Carter. Interviewé d'abord pour répondre de ses actes, l'entraîneur va impressionner tout le monde par sa détermination et ses idéaux pas si fous que ça, à savoir qu'il n'y a pas que le basket dans la vie. Et c'est exactement ce qu'il voulait, l'attention médiatique. Pas pour lui, bien que le mec cultive un petit culte de la personnalité, mais pour que sa cause soit entendue par le plus grand nombre. Et il a réussi. Carter a créé le temps de quelques jours un débat qui a fait beaucoup de bruit, au niveau régional et même national, puisque parmi les médias qui se sont emparés de l'histoire, on retrouve CNN, le New York Times ou encore le Washington Post. C'est un article publié par le Los Angeles Times qui capte l'attention de Brian Robbins et de Michael Tollin. Robbins et Tollin sont deux producteurs hollywoodiens qui avaient déjà financé des documentaires comme Hank Aaron Chasing the Dream et Hardwood Dreams, des séries comme Kenan et Kel ou Les Frères Scott, et des films comme Varsity Blues ou Hardball. Donc des mecs plutôt qualifiés pour une histoire qui parle de lycéens et de sport. Pour adapter l'histoire des Richmond Oilers sur le grand écran, Robbins et Tollin font appel à John Gatins et Mark Schwann, deux scénaristes avec qui ils avaient déjà travaillé. John Gatins avait écrit Hardball, réalisé par Robbins, et Summer Catch, réalisé par Tollins. Et depuis 2011, ils bossent sur des films à grand budget, Real Steel, Flight, Need for Speed, puis Kong et Power Rangers cette année. Pas forcément des réussites critiques, mais des grosses cylindrées. Quant à Mark Schwann, c'est un agresseur sexuel notoire, accusé par ses collègues sur Les Frères Scott et The Royals, deux séries dont il est le créateur et le showrunner. Tiens, c'est comme si le pouvoir avait un rôle là-dedans. Avant tout ça, Schwann avait également scénarisé Dangereuse Séduction, une réécriture de Cyrano de Bergerac avec James Franco, ainsi que The Perfect Score, un film de casse lycéen réalisé par Robbins, avec Scarlett Johansson, Chris Evans et Darius Miles. Mais qu'est-ce que... Enfin bref, les 4 hommes se connaissent bien et ont l'habitude de faire des productions avec des jeunes, pour les jeunes et sur le sport. Tout ça c'est très bien, mais c'est très blanc pour un film sur une communauté en majorité noire et latino. Mais pas de panique puisque Robbins et Tollin engagent à la réalisation Thomas Carter. Ah ça va, j'en ai déjà fait assez. Thomas Carter a débuté sa carrière d'acteur dans les années 70 et a rencontré un relatif succès avec son interprétation de James Hayward dans The White Shadow, une série diffusée sur CBS entre 78 et 81, racontant l'histoire d'un ancien joueur blanc de NBA qui devient coach dans un lycée de quartier défavorisé. Il paraît que la série est super cool, et si j'ai été sage cette année je l'aurai à Noël. C'est sur le tournage de White Shadow que Thomas Carter s'essaye à la réalisation pour 4 épisodes. C'est une révélation pour lui, puisqu'une fois la série terminée, Carter se consacrera totalement au métier de réalisateur. Anecdote marrante, Tim Van Patten, qui campait aussi le rôle d'un joueur dans la série, est aussi devenu réalisateur. Il est connu aujourd'hui pour son travail sur Les Sopranos, Boardwalk Empire ou The Pacific. Bref, Carter est ensuite embauché sur beaucoup de séries de haut niveau comme Fame, Remington Steele, Hill Street Blues ou Hitchcock Presents, et il réalise beaucoup de pilotes, dont ceux de Saint Elsewhere et de Miami Vice, excusez du peu. Dans les années 90, Carter passe au grand écran. Il réalise Swing Kids en 93, un film sur des jeunes musiciens en Allemagne nazie avec Christian Bale, Robert Sean Leonard, Frank Wiley et Barbara Hershey, vue dans Hoosiers. Carter réalise ensuite Le Flic de San Francisco avec Eddie Murphy en 97, puis Save the Last Dance avec Julia Stiles en 2001, ce qui veut dire que malgré une carrière bien remplie, Coach Carter n'est que son 4e film. Par la suite, Thomas Carter a continué de bosser pour la télé sur Bosch, Damages, Animal Kingdom et sur le remake de Racine. Et il a aussi réalisé un téléfilm sur Ben Carson. Quand les producteurs ont demandé au vrai Ken Carter qui il voudrait voir jouer son rôle, le type a simplement répondu « Samuel L. Jackson ». Du coup, pas con, les mecs l'ont embauché. Je ne pense pas avoir besoin de faire un résumé de la carrière de Samuel L. Jackson, mais je dirais simplement que 2005 n'était pas forcément son meilleur cru, puisque à part Coach Carter, on a pu le voir cette année-là dans Star Wars 3, XXX2 et Le Boss. Du côté des joueurs, on reconnaît Robert Richards, connu pour le cauchemardesque cousin Skeeter,
produit par tiens, Robin Setolin, Rob Brown, qui jouait déjà un basketteur aux côtés de Sean Connery dans À la rencontre de Forrester en 2000, Swan Tanner, qui apparaissait aussi dans Les Frères Scott, et un des figurants de Kingsman 2, dont c'était le premier rôle au cinéma, et le deuxième rôle tout court de sa carrière. Huh? Wait, no. Like I'm a criminal or something, dog. La chanteuse Ashanti débute là sa carrière d'actrice, même si IMDb la crédite d'un rôle dans Bouge, un film de 97 de Jérôme Cornuau, avec Ophélie Winter et Sami Nassiri. Mais en fait c'est un mec qui s'appelle Thierry Ashanti. Et on apercevra aussi Octavia Spencer, qui joue le rôle d'une mère d'un gamin de 20 piges alors qu'elle en avait 34 au moment du tournage. Tous sont acteurs de métier, et le vrai seul basketteur du lot, c'est Nanak Bewonyo, qui joue le rôle de Junior Battle. Pour que tout le monde soit au niveau relativement élevé du basket dans les lycées US, et pour créer une réelle équipe et pas juste un mélange de jeunes, les acteurs passent par un entraînement intensif de 3 semaines à raison de 12 heures par jour, sous la houlette de Mark Ellis, le mec qui avait déjà supervisé la partie basket de Semi-Pro. Enfin je dis avait parce que j'ai déjà sorti un épisode là-dessus, mais en vrai Semi-Pro est sorti 3 ans après Coach Carter. Comme sur Semi-Pro, Ellis est assisté entre autres de Hernando Planels et de Amy McDaniel pour faire apprendre aux jeunes acteurs pas moins de 70 systèmes. La tâche est énorme et le cast aura d'ailleurs besoin de continuer les entraînements pendant le tournage, tandis que Channing Tatum, qui n'avait jamais touché un ballon de basket auparavant, aura besoin de séances particulières pour rattraper ses camarades. Le film est tourné sans accroc au début de l'année 2004 et sort aux États-Unis le 14 janvier 2005 et en France le 17 août 2005. Et le DVD en forme de balle de basket. On ouvre sur un générique survitaminé qui rappelle que le film a été produit par MTV, alors que Ken Carter arrive à un match de pré-saison du lycée de Richmond contre le lycée de St. Francis et sa star Ty Crane, qui serait apparemment The next LeBron James. Hey. LeBron James. I'm the only Ty Crane. Rien que ça. Richmond se fait rétamer, les joueurs ne jouent pas ensemble et s'engueulent les uns les autres, jusque dans le vestiaire, et on apprend que le coach des Oilers a proposé à Carter, une ancienne gloire du lycée, de le remplacer et de reprendre l'équipe en main. Après une période de doute d'environ 2 minutes, Carter accepte. Il rencontre ses nouveaux joueurs, une bande de lycéens talentueux, un peu paumés et parfois effrontés. Face aux plus récalcitrants, Carter ne se laisse pas faire. Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. Oui alors c'est très badass tout ça mon coco, mais t'es quand même un adulte en position officielle d'autorité, donc va falloir te calmer un petit peu. Carter fait signer un contrat aux joueurs, stipulant qu'ils doivent être présents à tous les entraînements à l'heure, se respecter les uns les autres, s'habiller en costard-cravate les jours de match, et le plus important, qu'ils doivent maintenir une moyenne en classe de 12 sur 20, faute de quoi ils ne leur donneraient plus le droit de jouer au basket. Ce contrat fait un peu râler les parents des joueurs, mais Carter en a un peu rien à foutre. Il se concentre sur le jeu et fait bosser son équipe à base de suicides, de pompes et d'autres exercices bien physiques, avant de peu à peu commencer à instaurer des systèmes d'attaque et de défense. Le premier match arrive et la méthode du coach porte déjà ses fruits. Les joueurs de Richmond se donnent à fond sur le terrain, jouent ensemble et remportent une bien belle victoire, malgré un marché départ sur le dernier panier. Pour le coach, ce n'est que le début et il ne faudrait surtout pas prendre la grosse tête. Il se concentre sur les mauvais points du match, souligne l'importance d'avoir de l'adresse au lancer franc et veut en revenir aux fondamentaux avant de parler du reste. Mr. Worm, you were 5 and 4. No, sir. I had 12 points and 8 assists, sir. No, sir, Mr. Worm, you had 5 turnovers and 4 missed free throws. Pendant ce temps, on suit les vies de 2 des joueurs. Le premier, Kenyon, doit gérer avec sa copine Kyra, jouée par Ashanti, une grossesse imprévue. Pas de panique cependant car Kenyon a des super pouvoirs, genre il peut baisser le volume de la musique en même temps que le gaz. Par contre, va falloir commencer à écouter ta copine, mec. Gotta cool off a minute. Le deuxième, Timo Cruz, est le seul joueur à problème du groupe. On comprend que son entourage pèse un peu dans le business local de la drogue et qu'il est plus ou moins tiraillé entre la rue qu'il a toujours connue et le basket qui pourrait éventuellement sauver sa peau. Il quittera l'équipe par 2 fois dans le film, revenant pour de bon au basket après la mort de son cousin sous ses yeux. Un bon petit montage des familles nous montre non seulement que les joueurs bossent dur et tôt, mais aussi que le courant passe bien entre l'équipe et le coach. Niveau sport, tout va bien donc, mais Carter voudrait que ces jeunes améliorent aussi leur comportement, ce qui lui donne l'occasion de faire quelques speeches. Sur le respect de l'adversaire par exemple, en évitant tout trash talking et humiliation inutile. Since when is winning not enough? Playing hard not enough. Un autre sur l'utilisation du mot nigger entre jeunes noirs. See, if a white man used it, you'd be ready to fight. Your using it teaches him to use it. Ou un autre sur la nécessité de ne pas délaisser les cours, même quand on est sportif. College. That's a viable option for all of you. But you have to perform in the classroom to have that chance.
Côté basket, l'équipe, encore invaincue, participe à un tournoi amical dans un lycée un peu plus huppé. Les Oilers arrivent en finale et remportent le trophée grâce à un panier à la dernière seconde. Merci. Pour fêter ça, les joueurs font le mur pour participer à une soirée chez une gosse de riche du coin. Le temps d'offrir un peu de male gaze aux spectateurs dans la salle, et ils se font vite rattraper par Samuel L. Jackson et le frère de Marty McFly aussi. Non content d'imposer des règles de jeu et de comportement très stricts à ses joueurs, Coach Carter ne veut pas les laisser célébrer une victoire bien méritée apparemment. Cerise sur le gâteau, il reçoit à ce moment-là les bulletins de classe de toute son équipe, et c'est tellement pas fameux que Samuel L. Jackson en oublie tout son talent d'acteur. Carter met donc sa menace à exécution. Son équipe n'aura plus le droit de s'entraîner ni de participer au match tant que les quelques joueurs en difficulté scolaire n'ont pas redressé la barre. C'est donc un lockout complet, puisque là, avec ces chaînes, même les profs de PS pourront plus utiliser la salle, ce qui provoque une crise d'ampleur. Le coach doit défendre ses actions auprès de ses joueurs, de la principale, des parents, des autres lycéens, de quasiment toute la ville de Richmond en fait, et même plus que ça, puisque les chaînes de télé et les journaux vont bientôt s'intéresser à l'affaire. Carter fait plusieurs apparitions télé et une super pause pour le poster, pendant que les joueurs commencent à bosser leurs cours entre eux pour résoudre le problème. Et résoudre leur problème. Mais ça ne va pas assez vite puisqu'on remonte pas sa moyenne juste comme ça et que les lycéens ont 1 ou 2 matchs prévus par semaine. Carter ne fléchit pas, plusieurs matchs sont annulés et le voilà devant une commission du lycée, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment expliqué. Bref, la commission décide de lever le lockout et Carter démissionne. Mais alors qu'il va récupérer ses affaires, il découvre que les joueurs ont par eux-mêmes décidé de soutenir le coach et de ne pas jouer. Et ils se sont bien fait chier à déplacer toutes les tables jusque sur le terrain parce que si on s'en tient à ce qu'on a vu avant, la salle de sport est pas juste à côté des salles de cours. Enfin bref. Les joueurs en défaillance scolaire ont remonté leur moyenne et le basket peut reprendre. Les Oilers n'ont rien perdu de leur jeu et remportent le match suivant. Avance rapide jusqu'à la fin d'une saison presque parfaite d'un point de vue sportif et Richmond est invité pour la première fois au tournoi de l'État de Californie, un exploit en soi pour un lycée défavorisé. Toutefois, l'excitation retombe très vite puisque les Oilers rencontreront dès le premier tour le lycée de St. Francis, celui-là même qui les avait rétamés en pré-saison et qui est aussi accessoirement le grand favori pour remporter le titre de champion d'État. Après un petit plan Armageddon, les Oilers sont prêts à passer à l'attaque. Enfin, faudrait faire gaffe à la défense aussi, parce que là c'est déjà 42-27 pour St. Francis. C'est pas tellement que Richmond joue mal, c'est surtout qu'en face, c'est très très fort. C'est une situation qui ne va pas disparaître comme par magie, et c'est pas pour rien que le speech motivateur du coach en plein match n'est pas basé sur des clichés à la con du style « croyez en vous », mais plutôt sur des tactiques et des repositions en défense et en attaque. Les Oilers reviennent en flèche, le score est désormais de 63-59 à 2 minutes 30 de la fin du match, l'équipe de St. Francis commence à stresser, les esprits s'échauffent, et après un beau hookshot, Richmond passe devant à une poignée de secondes de la fin du match, 67-68. Mais St. Francis remet vite la balle en jeu avec une longue passe vers l'avant, récupération du qui déclenche son tir malgré l'opposition. Et ça rentre au buzzer. La défaite est très dure pour Richmond et l'ambiance est très morne dans le vestiaire. Cependant, un dernier petit discours du coach fait réaliser aux joueurs à quel point ils se sont améliorés pendant la saison et qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Le film se termine avec les joueurs de Richmond sous les applaudissements de leurs supporters et on apprend que sur tout l'effectif, 5 joueurs ont décroché une bourse et 6 sont allés à la fac. Plusieurs choses sur cette défaite finale. Déjà, elle est forcément un peu surprenante si on s'en tient à la majorité des films de sport. Les protagonistes perdent et ce dès le premier tour du tournoi d'État. Bon, si on n'est pas con, on se rend compte qu'il y a déjà eu 2 heures de film au moment où le match débute, et que si les mecs gagnent et vont jusqu'en finale, on va atteindre des durées Sergio-Léoniennes, et puis ce serait bizarre de les voir finir sur une victoire au premier tour sans montrer le reste. Alors certes, il y a des films qui l'ont fait, Major League ou The Natural par exemple, terminent sur la qualification en play-off de l'équipe principale, mais le baseball et la MLB offrent un contexte bien différent, donc terminer Coach Carter sur une victoire comme ça, ce serait bien curieux. Deuxièmement, une fin comme ça, c'est pas complètement inédit non plus. Une défaite sur le terrain mais une victoire dans la vie, ça a déjà été fait quelques fois, le plus célèbre étant bien sûr Rocky, qui était sorti quasiment 30 ans avant Coach Carter. Et troisièmement, cette défaite-là, Ken Carter, le vrai Ken Carter, s'est battu pour l'avoir. Il s'est pas battu pour que sa propre équipe perde sur le terrain en 99, bien entendu. Il s'est battu en tant que consultant sur le film pour que les Richmond Oilers fictifs perdent à la fin. Pourtant, les Oilers originaux avaient eux aussi perdu assez tôt dans la post-season en 99. On pourrait donc se dire que si les producteurs et les scénaristes du film veulent faire une adaptation correcte,
conclure ça par une défaite, ça doit pas être trop compliqué. Mais ce serait oublier qu'un film comme Dodgeball, déconstructeur ultime des films de sport, n'a pas pu avoir sa défaite finale, les producteurs poussant à tout prix pour une victoire qui nous semble du coup pas du tout à sa place. Et c'est pour ça qu'on a cette scène après le générique. Yeah, hope you're all happy now. Good guy wins, bad guy loses. Big friggin' surprise. You know, that's the problem with the American cinema. Can't handle any complexity in it, you know? Don't make me think. I just want to be entertained. Ces anecdotes de tournage montrent à quel point les films de sport sont formatés, qu'ils soient inspirés de faits réels ou non. Un coach récupère une équipe paumée, ses méthodes choquent la communauté, les victoires finissent malgré tout par s'empiler, etc., etc. En vrai, le lockout a eu lieu lors de la 2e saison de Ken Carter à Richmond, mais l'unité de temps des films de sport est tellement enracinée dans l'imaginaire collectif des spectateurs que l'idée seule d'étaler un film sur 2 ou 3 saisons paraît inconfortable, même si c'est ce qui s'est réellement passé dans l'histoire que le film adapte. C'est la même chose pour l'obligatoire figure d'autorité antagoniste. La principale du lycée a regretté se voir faire partie des opposants dans le film, alors qu'en vrai elle avait toujours soutenu Ken Carter. Et c'est vraiment con parce qu'on n'a pas forcément besoin de ce personnage-là. Bravo donc à Ken Carter qui a dû se démener pour obtenir cette défaite. Selon lui, 98,5% du film, c'est précis, est fidèle à la réalité. Et j'ai envie de dire, tu m'étonnes. T'étais constamment sur le lieu de tournage, ton acteur préféré joue ton rôle, ton toi fictif ne perd jamais un match, sort gagnant de toutes ces disputes et n'est jamais montré comme ayant tort ou se remettant en question. Selon les vrais joueurs, le film exagère certains traits et, sans surprise, embellit Ken Carter. Aucun des joueurs n'aurait eu réellement de problème et la ville de Richmond ne serait pas si dangereuse que ça. La réalité se situe sûrement entre les deux, puisqu'au début des années 2000, Richmond était l'une des 10 villes les plus dangereuses aux États-Unis, certains conseillers municipaux exigeant même une déclaration d'état d'urgence. Une dernière petite chose concernant l'adaptation de l'histoire vraie, le film est censé se dérouler lors de la saison 98-99 pour coller à la réalité. D'ailleurs, à la fin, on a un récapitulatif des vies universitaires des joueurs. Il y a eu donc au moins 4 ans entre le dernier match des Oilers dans le film et la sortie du film. Sauf que au début, il y a ce mec qui dit mais en 98, LeBron avait 14 ans, il était encore au collège, donc ça n'a aucun sens de l'utiliser comme référence pour un des meilleurs joueurs de lycée. Et puis là, il y a Get Low. Donc on est très clairement au milieu des années 2000. Au final, avec cette histoire de LeBron, le film se perd un peu entre les années et se tire une belle balle dans le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Contrairement à Hoosiers, un film plutôt semblable, ici les joueurs ont une personnalité, un rôle et surtout on leur donne la parole. You have the floor. This is about us. Certes, seuls deux, Timo Cruz et Kenyon Stone, ont droit à une intrigue secondaire, mais on peut voir les évolutions des autres, comme Jason Lyle et Damian Carter, le fils du coach, grâce à leur comportement lors des matchs et des entraînements, ou pendant les scènes où les joueurs sont simplement entre eux. Ce sont ces moments-là qui contribuent à créer la sensation qu'on a un vrai groupe face à nous, et pas des stéréotypes de jeunes en carton-pâte. En outre, on entre dans l'arc narratif de Kenyon alors que sa petite amie est déjà enceinte. Il n'y a absolument aucun jugement sur le fait que Kyra attende un enfant, ni sur le fait que ces deux ados soient clairement sexuellement actifs avant leurs 18 ans. Il n'y a aucun regard puritain sur leur situation. D'ailleurs, les deux parlent librement d'avortement, un sujet encore très sensible aujourd'hui aux États-Unis et assez peu mentionné dans les films. Et quand Kyra finit par avorter, elle prend cette décision seule, selon sa situation, sans donner au film une morale « Ouh là là, elle a dû avorter, vous voyez, c'est pas bien le sexe avant le mariage ». Tous ces personnages sont traités comme des adultes, quelque chose qui manque énormément dans les films à propos ou à destination des adolescents. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme Space Jam l'a été pour beaucoup de basketteurs de moins de 10 ans, Coach Carter est le film de basket de référence pour les joueurs ados. L'autre raison, c'est bien évidemment le basket, qui a bénéficié d'une attention toute particulière. Chaque rencontre des Oilers montrée dans le film était un véritable match entre deux équipes de basket, suivi par 3 ou 4 caméras, entre d'un côté les acteurs principaux tout juste sortis de leur stage intensif, et de l'autre des basketteurs sélectionnés pour leur niveau de jeu. Bon, ils auraient dû être un peu plus regardants sur l'âge, parce que lui, là, vous allez pas me faire croire qu'il a pas déjà une assurance vie et une maison avec une clôture blanche et un labrador. Les systèmes étaient modélisés en 3D sur ordinateur, sur lequel l'équipe technique pouvait au préalable vérifier quels angles et quels mouvements de caméra offraient une meilleure retranscription du jeu à l'écran. Mark Ellis, même s'il n'était ici que consultant basket, disposait d'une marge de manœuvre assez grande et choisissait lui-même les points de vue qui lui semblaient les plus originaux pour se démarquer des retransmissions des matchs à la télé et optimiser l'expérience cinéma. Si des parties de match étaient improvisées, certaines actions étaient bien chorégraphiées et les acteurs devaient les rejouer encore et encore jusqu'à obtenir le résultat voulu. Malheureusement, cet immense travail, réfléchi, détaillé, ne bénéficie pas du montage qu'il mérite.
Alors je dis pas qu'on y comprend que dalle, mais par moments c'est un peu flou, ça va un poil trop vite, ou alors on visualise pas exactement où les joueurs se situent. La connaissance technique du basket est aussi présente. Le calendrier lycéen est respecté, à savoir 4 mois de saison régulière puis une invitation ou non à un tournoi officiel de fin d'année. Le coach étale ses connaissances en termes de basket, insiste sur l'importance du collectif, explique le bon placement au rebond ou le timing d'un bloc. You gotta be patient on the weak side screen. Set up your man and come off his shoulder hard. Les premiers entraînements sont très physiques, parce que sans condition, vous vous retrouvez vite à être à bout de souffle avant la fin de l'échauffement et complètement cramé au bout de 5 minutes de match. Parole d'expert. Du coup, la profusion de dunks lors des rencontres étonne un peu. On croirait voir un match résumé par un type qui regarde d'habitude que les top 10. Ça rend le jeu un peu trop fantaisiste, alors que là encore, il y a eu un réel travail pour qu'il soit réaliste. Et bien évidemment, on a droit à pas un, mais 2 paniers à la dernière seconde, ce qui nous ramène à la question philosophique. Si un film de sport n'inclut pas d'action décisive au buzzer, est-ce vraiment un film de sport ? Limiter l'expertise basket du film à simplement savoir ce qu'est un rebond ou un dribble, ce serait réducteur. Déjà parce qu'il présente une vision du sport brutalement honnête. Vous aurez beau travailler comme des bœufs pour être le meilleur possible dans votre domaine préféré, vous tomberez toujours sur plus fort que vous. Ensuite parce qu'il démontre une compréhension de tout l'écosystème développé autour du basket lycéen aux États-Unis et des avantages et des inconvénients que ça implique. Le sport est central à la vie du lycée et donc des lycéens, qu'ils soient dans une équipe ou non, mais aussi à la vie des profs, du ou de la principale, pour qui c'est un potentiel argument de vente et une vitrine immense, des parents des joueurs, qui peuvent espérer que le sport apporte une stabilité financière à leurs gamins, des anciens étudiants du lycée, qui vont garder quasiment toute leur vie un attachement à ces équipes, et au final par extension à la vie du quartier, du village, de la ville, enfin bref, de toute la communauté qui gravite autour de ce lycée. C'est pas toujours du basket, ça peut être aussi du football américain ou un autre sport, comme le lacrosse dans des endroits plus riches. Tout comme ce n'est pas forcément vrai pour tous les lycées, c'est souvent aussi l'université qui occupe cette place majeure dans le quotidien des Américains, qu'on peut comparer à l'importance qu'un club de foot peut avoir chez les Européens. En gardant ça à l'esprit, la levée de bouclier lorsque Ken Carter décide du lockout et le fait que certains soient pris d'une rage démesurée jusqu'à aller casser la vitrine du magasin que Carter possède, c'est relativement compréhensible. Et la couverture médiatique nationale s'explique par le fait que tous les Américains peuvent se retrouver dans cette histoire. Ken Carter ne pointe pas du doigt un problème local, propre au lycée, mais une structure qui fait figure de tradition dans tout le pays. Ce qu'il dénonce dans le film et dans la vraie vie, c'est plusieurs choses. Une des conséquences de la place importante qu'occupe le sport lycéen dans la communauté qui l'entoure, c'est qu'on pose les joueurs sur un piédestal et ils y sont souvent protégés et chouchoutés. On leur excuse un peu tout, l'absentéisme, les mauvaises notes, l'arrogance envers les profs et le mauvais comportement en général. Ce qui déjà en soi impose un double standard par rapport aux autres lycéens, mais en plus, ça leur donne la sensation que leurs actions n'ont pas de conséquences. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque plus la renommée de l'athlète en question va être grande, plus il va se sentir au-dessus des lois, et souvent on va lui donner raison. L'an dernier, David Baker s'est vu exempté de prison malgré sa condamnation pour viol et attouchement sexuel, pour qu'il puisse, selon le verdict officiel, profiter à fond de l'expérience universitaire. Le même été, Brock Turner n'a passé que 3 mois en prison après avoir risqué 6 ans derrière les barreaux pour, là aussi, un viol et des attouchements sexuels. Dans ce contexte-là, faire signer aux joueurs un contrat puis appliquer une punition lorsqu'ils ne remplissent pas leur partie du marché, c'est une tentative de les faire sortir de cette bulle qui les écarte de toute responsabilité. Ken Carter critique aussi la carotte du sport pro qu'on tente devant les lycéens, qui commencent à croire qu'ils sont les meilleurs joueurs du monde à force que leur entourage le leur répète et à force aussi d'écraser la concurrence. Sauf qu'être dominant dans son petit coin au lycée, ça ne veut pas dire qu'on sera dominant à la fac. Et être dominant à la fac ne garantit pas qu'on arrivera à tirer du sport une réelle carrière. Seuls 3,1% des lycéens basketteurs se retrouvent à jouer dans une des 3 divisions de NCAA. Et parmi ceux-là, seuls 1,1% parviennent à jouer en NBA. Un basketteur lycéen a 0,03% de chance d'atteindre la NBA. Alors certes, il y a d'autres options, comme la G-League ou les championnats européens, mais c'est loin de vous garantir un avenir prospère après vos 35 ans, à moins d'être une mégastar. C'est la même chose, voire pire, en NBA, puisqu'une étude a établi que 60% des joueurs font faillite dans les 5 ans après leur retraite professionnelle. On parle pas seulement de types qui ciraient le banc pendant 2 saisons dans la grande ligue, c'est aussi le cas de joueurs comme Shawn Kemp, Derrick Coleman, Scottie Pippen, ou encore Darius Miles. Mais qu'est-ce qu'il fout encore là, lui ? En résumé, on présente à ces jeunes une opportunité inatteignable, et Ken Carter veut les ramener à la réalité avec d'autres chiffres encore plus déprimants.
Le fait que seulement 35% des hommes noirs obtiennent un diplôme à l'université, ou encore que les Afro-Américains composent 13% de la population des États-Unis, mais 40% de sa population carcérale, là encore en grande partie chez les hommes. Ravi d'avoir pu tromper les probas, Carter veut offrir la même chance à d'autres jeunes qu'il voit en perdition. Il traîne donc ses joueurs en salle de classe et les pousse à bachoter pour avoir de meilleures notes, afin d'avoir un meilleur matelas lorsqu'ils tomberont dans leur petit nuage. Il a eu raison de le faire d'ailleurs, puisque de cette saison-là, seuls 2 joueurs sont parvenus à gagner de l'argent grâce au sport. Wayne Oliver a fait quelques ligues semi-professionnelles aux États-Unis avant d'aller jouer au Mexique, en Syrie, en Iran et en Australie, et Courtney Anderson a joué 4 saisons en NFL. Au fond, ce que Carter a voulu faire, c'est de remettre l'accent sur la partie student du fameux student athlete, l'athlète étudiant en français. La mort en espagnol. Pour accompagner et pérenniser tout ça, le coach a voulu également améliorer le comportement des jeunes sur et en dehors du terrain, leur apprendre à se respecter, eux-mêmes et les autres, et leur inculquer un peu plus de discipline. D'où le besoin d'être au premier rang en classe, de s'appeler monsieur les uns les autres, d'arrêter un peu le trash talking et de s'habiller en costard-cravate les jours de match. Et c'est ici que je dois m'arrêter pour donner un peu de contexte historique au film. Le 17 octobre 2005, en pleine préparation de la saison, la NBA annonce l'introduction d'un dress code pour ses joueurs. Avant et après les matchs, ou pendant les opérations com de la NBA, les basketteurs n'ont plus le droit de porter de chaînes, de pendentifs, de lunettes de soleil, d'écouteurs, de t-shirts sans manches et de tout ce qui s'apparente de près ou de loin à du sportswear. À l'époque, la NBA est dans une période un peu chaotique. Jordan est parti à la retraite et cette fois-ci on est presque sûr que c'est pour de bon parce qu'il a quand même 40 piges. LeBron n'est pas encore vraiment devenu LeBron. Les Lakers se remettent difficilement du divorce entre Shaq et Kobe. Et les 2 derniers championnats ont été remportés par une équipe super défensive, donc pas commerciale pour un sou, puis par un Français, un Argentin et le mec le moins marketable au monde. David Stern est toujours commissionneur, mais il a abandonné son costume de visionnaire des années 90 pour adopter celui d'un vieux réac. Il a toujours en travers de la gorge le fameux bordel de Malice at the Palace, et il voit d'un mauvais œil le fait qu'Allen Iverson domine la ligue avec son arrogance, et 30 points par match. Pour Stern, la NBA possède une image de bad boys, et il faut à tout prix changer ça. Arrive donc le dress code, premier du genre dans les sports majeurs américains, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été accueilli chaleureusement par tous les joueurs. Certains étaient peut-être un peu surpris, mais n'y trouvaient aucun problème, soulignant que jouer au basket était leur travail et qu'il existait bien des dress codes en entreprise. D'autres, par contre, y voyaient là une attaque à la fois raciste et paternaliste de la part des propriétaires de franchises envers les joueurs. Paternaliste car des patrons imposaient à leurs employés adultes ce qu'ils voyaient comme la meilleure façon de s'habiller. Raciste car 29 propriétaires sur 30 étaient blancs et que la plupart des joueurs touchés étaient noirs. Comme Darius Miles, les fringues baggy et les médaillons faisaient partie intégrante de la culture hip-hop de l'époque, une culture plutôt afro-américaine. Les pro-dress code soutenaient quant à eux que ces habits faisaient un peu trop gangster ou thug, ce qui ne faisait qu'augmenter le racisme de la chose. Écoutez un peu Richard Sherman, joueur des Seattle Seahawks en NFL et diplômé à Stanford. I think it used to be the N-word, now they're using thug instead of the N-word, and as a more accepted way of saying it. Le film Coach Carter est adapté d'une histoire vraie qui s'est déroulée en janvier 99, mais le simple fait qu'il sorte en janvier 2005 permet une lecture du film à travers le contexte NBA de l'époque. Il y a forcément un lien qui se crée entre David Stern qui veut que les joueurs portent des costards cravates pour être respectables en octobre 2005 et Ken Carter / Samuel L. Jackson qui veut que ses joueurs portent des costards cravates pour être respectables en janvier 2005. Par extension, Carter fait la leçon aux spectateurs du film, surtout des adolescents, qui baignent déjà dans cette double culture hip-hop et basket. Donc même si les intentions du Ken Carter original sont louables, on peut appliquer à cette partie de son message les mêmes critiques sur ses tonalités paternalistes ou racistes, ou encore méprisantes envers une culture qui n'est pas la sienne. C'est le seul point négatif que je trouve au propos de Ken Carter, avec peut-être la réappropriation du mot nigger, mais là-dessus je suis pas réellement compétent pour me former une opinion. Au final, ce que Ken Carter a fait, c'est démontrer que le basket était à la fois juste un sport et plus qu'un sport. Juste un sport parce qu'on ne devrait pas y accorder autant d'importance, et plus qu'un sport parce que c'est grâce à ça que Carter réussit à créer un lien avec des jeunes, à leur faire passer un message et à les pousser à s'améliorer dans la vie de tous les jours. Les producteurs ont admis que les fans de basket étaient leur cœur de cible, ce qui rend les propos du film d'autant plus importants. Ce qui veut dire aussi que le film fait pareil que le coach, en utilisant le sport pour faire passer un discours qui transcende le sport. Et ça a touché pas mal de monde, puisque pour un budget de 30 millions de dollars, le film en a rapporté 67 millions aux USA, plus 9 millions à l'international, dont un total fou de 158 000 entrées en France. Mais force est de constater que ça n'a pas changé grand-chose. Les établissements scolaires américains continuent de déverser des millions dans le sport et de délaisser l'éducation, et les étudiants athlètes ne sont que très peu mis en garde contre leur grand risque d'échec et continuent de subir une pression beaucoup trop élevée pour leur âge. This basketball season will be the highlight of their lives. Well, I think that's the problem. Don't you?
Coach Carter est un bon film. Sa réalisation est sobre, efficace et évite le pathos. Son scénario est plutôt subtil et ne recule pas devant les problèmes de société. Ses scènes de sport sont réalistes et donnent envie de jouer au basket. Bref, c'est un bon film. Mais il aurait pu être réellement unique s'il avait su se défaire complètement des carcans du genre. Il aurait aussi pu bénéficier d'un meilleur jeu d'acteur en général et d'un personnage central un peu plus faillible, sans parler des autres défauts dont j'ai parlé avant. Bon, ces critiques c'est plus ou moins du chipotage. Coach Carter n'est pas parfait, certes, mais vous passerez un bon moment en le regardant. Et puis, pour ce qui est film de basket, je crois avoir déjà démontré qu'il y a bien pire. Voilà, c'est tout pour cette année. Je vous invite à commenter et à partager cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. On se revoit bientôt avec un nouveau film. D'ici là, joyeuses fêtes!